Burkina Faso, le général Gilbert Diendéré a annoncé qu'il se mettra à la disposition de la justice. Annonce faite après l'assaut de l'armée loyaliste sur la caserne des éléments du RSP. En Centrafrique, un calme relatif était de retour mardi après les récentes violences qui ont généré près de 40 personnes tuées et au moins 27 400 déplacés selon l'ONU. Les juges français en charge de l'enquête dite des biens mal acquis ont saisi plusieurs propriétés, soupçonnant un neveu du président congolais Denis Sassou Nguesso d'en être le propriétaire. Bonjour à tous et merci de prendre ce rendez-vous de l'information sur SICA. Nous sommes le mercredi 30 septembre de l'an 2015. Bienvenue à tous. Au Burkina Faso, l'ex-chef putschiste, le général Gilbert Diendéré, auteur du coup d'État avorté, a annoncé hier qu'il se mettrait à la disposition de la justice de son pays. Une annonce intervenue après l'assaut mené par l'armée loyaliste sur la caserne où étaient retranchés des éléments du RSP. En effet, des tirs d'armes lourdes ont visé hier en fin d'après-midi la caserne Narbakoum 2, une situation qui avait contraint le général putschiste Gilbert Diendéré à appeler ses hommes à déposer les armes pour éviter un bain de sang. L'armée loyaliste a repris le contrôle de la caserne, mais aucun bilan de l'assaut n'était disponible dans l'immédiat. Rappelons que quelques jours après sa dissolution, le RSP avait tenté de ralentir le désarmement de ses hommes, prenant en otage lundi des soldats de l'armée loyale qui avaient pour mission de le désarmer. Restons au Burkina Faso pour dire que quelques heures avant que l'armée ne prenne d'assaut hier la caserne où étaient retranchés les éléments du RSP, anciens putschistes et autorités légales ont poursuivi leur bras de fer et pour cause, des soldats du régiment de sécurité présidentielle, auteurs du coup d'État avorté du 17 septembre dernier, ont tenté de faire échouer leur désarmement pour conserver des moyens de pression. Les images. Nous voici à quelques jours seulement après la dissolution officielle par le Conseil des ministres de vendredi du RSP. Le régiment était toujours dans sa caserne de Narbakoum 2 qui jouxte le palais présidentiel de Ouagadougou. Ces hommes tentent de ralentir leur désarmement pour pouvoir mieux négocier. Le bras de fer s'installe. Les autorités semblent vouloir adopter une attitude ferme pour les faire démordre. Mardi matin, l'armée a encerclé toute la zone autour de la caserne. Dans les périmètres, l'aéroport de Ouagadougou. Pas d'autre choix que de le fermer jusqu'à nouvel ordre. Tous les vols au départ et à l'arrivée ont été annulés. Les populations sont invitées à éviter tout mouvement dans la zone de Ouaga 2000, quartier où se trouve le palais présidentiel Kosiam et la caserne. Raison de sécurité oblige. Depuis la dissolution du régiment, les deux parties se livrent à une bataille de communication avec des annonces contradictoires successives. Parallèlement à cette situation, on enregistre l'arrestation de Djibril Bassolé, ex-ministre des Affaires étrangères sous le président Blaise Compaoré. Il figure parmi les 14 personnes dont les avoirs ont été gelés samedi par la justice. Le ministère de l'Éducation a décidé mardi de repousser la rentrée scolaire du 1er au 8 octobre sans en préciser les raisons. L'ambassade de France a également maintenu la fermeture mardi des établissements scolaires français de Ouagadougou en raison de la situation dans les quartiers de Ouaga 2000 et du Conseil de l'Entente. L'Union africaine a entre-temps levé la suspension du Burkina Faso de l'organisation panafricaine. En Centrafrique, les récentes flambées de violence ont généré près de 40 personnes tuées et au moins 27 400 déplacés. Par ailleurs, 500 détenus se sont échappés, des chiffres qui résultent des dernières estimations de l'Organisation des Nations Unies. Voici des détails. C'est via la radio nationale que Catherine Samba Panza a appelé mardi la population de Bangui au calme après les violences meurtrières de ces derniers jours. Des violences qui, selon l'ONU, ont déjà fait près de 40 morts et au moins 27 400 déplacés, ainsi que 500 détenus qui se sont échappés. La présidente centrafricaine qui prenait part à l'Assemblée nationale des Nations Unies à New York a décidé lundi soir d'écourter son séjour pour rentrer à Bangui. Paralysée pour la 3e journée consécutive, la capitale centrafricaine est sujette à une nouvelle explosion de violence depuis samedi.
Tout est parti du meurtre d'un conducteur de taxi-moto musulman dans le quartier de PK5, épicentre des massacres intercommunautaires à Bangui et dernier bastion des musulmans chassés des autres quartiers par les milices chrétiennes anti-Balaka. Depuis lors, violences et pillages de commerces, d'entrepôts et de maisons se sont étendus au quartier limitrophe. Les principaux axes routiers sont bloqués par des barricades tenues par des groupes de manifestants. Encore dans la nuit de lundi à mardi, des tirs sporadiques continuaient à résonner. Conséquence, nombre d'habitants restent cloîtrés dans leurs maisons par crainte d'être attaqués par des pillards. La Centrafrique est plongée dans une crise depuis mars 2013, après le renversement du président François Bozizé par la rébellion Séléka. Des élections présidentielles et législatives sont attendues avant la fin de l'année 2015. Un référendum sur l'adoption d'une nouvelle constitution préalable à toute élection est fixé au 4 octobre. Quant au premier tour de la présidentielle, il est prévu pour le 18 octobre prochain. Des objectifs qui semblent difficiles à atteindre quand on sait que les opérations de recensement électoral sont encore loin d'être achevées dans le pays. Et alors qu'un calme relatif semble de retour dans la capitale centrafricaine, le ton ne baisse pas pour autant au sein de la population. Elle est partagée entre indignation et colère face à la crise qui prévaut dans le pays. Voici quelques propos recueillis par Marie-Hubert Djamani, notre correspondant à Bangui. On veut des élections, on veut un président respecté par tout le monde. Même si ce n'est pas 100% du corps électoral, au jour d'aujourd'hui, il y a déjà 1 360 000 Centrafricains qui se sont inscrits. Le gap ne reste pas beaucoup pour que le corps électoral soit raisonnable. On a besoin des élections. Même s'il faut que Mme Samba Panza démissionne, nous sommes capables de proposer un schéma. On n'a pas forcément besoin d'un président. Nous mobilisons la population pour obtenir le redéploiement immédiat et sans condition des forces armées centrafricaines. Vraiment, le peuple est exaspéré. On en a marre. Maintenant, le peuple centrafricain, comme vous pouvez le constater vous-même, est dans la rue pour écrire son propre histoire. Parce que l'avenir de ce pays ne peut pas être décidé à l'étranger. On en a marre. Vous-même, vous constatez, il y a eu vingtaine de morts, 110 blessés. Notre président de la République se permet de voyager. Mais elle est président de qui? Si ce n'est pour protéger ce malheureux peuple centrafricain. Le procès pour subornation de témoins de l'ancien vice-président congolais Jean-Pierre Bemba et 4 de ses proches s'est ouvert hier mardi devant la Cour pénale internationale. Il s'agit de la première affaire du genre instruite par la CPI. Au cours de l'audience d'hier, les 5 accusés ont plaidé non coupables. Plus de précisions à travers ce reportage. Les accusés auraient participé à un plan pour corrompre des témoins. Le but du plan était d'obtenir l'acquittement de Jean-Pierre Bemba dans son procès pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité présumés commis en Centrafrique, qui s'est ouvert devant la Cour pénale internationale en 2010. Outre Jean-Pierre Bemba, Aimé Kilolo, son avocat principal, Jean-Jacques Magenda, un membre de son équipe de défense, Fidel Babala, un député au sein de son parti, le Mouvement de libération du Congo, et Narcisse Arido, un des témoins de la défense, sont également poursuivis. Mais les 5 accusés ont plaidé non coupables. J'ai bien compris la nature des charges, Monsieur le Président, et bien entendu, je peux vous dire que je plaide non coupable. Selon l'accusation, ils ont contribué à des degrés divers à ce plan en recrutant des témoins, leur donnant de l'argent, des moyens et des instructions quant à leur témoignage, le tout entre 2011 et novembre 2013. Nous démontrerons grâce à nos preuves comment les accusés ont participé à un plan afin d'influencer les témoins par corruption, de les soudoyer, de les encourager ou induire à déposer de faux témoignages, de les coacher illicitement pour leur déposition et de présenter de fausses preuves devant la Cour. Il s'agit, durant ce procès, de s'assurer que personne, maintenant ou dans le futur, ne puisse pervertir le cours de la justice durant les procédures devant la CPI. Il s'agit du premier procès pour subornation de témoins devant la Cour pénale internationale depuis sa création en 2003. Rappelons qu'un autre procès pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre contre Jean-Pierre Bemba, qui s'est déjà ouvert en 2010, est toujours en cours.
Les juges français en charge de l'enquête dite des biens mal acquis ont saisi plusieurs propriétés, notamment une luxueuse demeure près de Paris, soupçonnant Wilfried Nguesso, un neveu du président congolais Denis Sassou Nguesso, d'en être le véritable propriétaire. Une information confirmée hier mardi par des sources proches du dossier. Il faut rappeler que les juges avaient ordonné le 15 août dernier la saisine de 3 biens immobiliers en région parisienne, tout comme le Gabonais Omar Bongo, décédé en 2009, et son homologue équato-guinéen Théodoro Mbiang. Le président du Congo et sa famille sont visés depuis 2009 par une enquête sur leur patrimoine français. Restons dans le même registre, mais cette fois-ci du côté de la Guinée, où Mohamed Alpha Condé, le fils du président guinéen, est visé par une enquête préliminaire ouverte en France par le parquet national financier et confiée à l'Office central pour la répression de la grande délinquance financière. Il est accusé par une ONG bruxelloise de mener un train de vie qui ne correspond pas à ses revenus. Cette dernière met notamment en cause les locations de véhicules de luxe de Mohamed Alpha Condé à Paris et l'occupation d'un appartement dans un quartier huppé. L'ONG s'interroge par ailleurs sur de potentiels liens avec des sociétés basées en France et actives dans le secteur minier en Guinée. Ce journal se poursuit et nous sommes cette fois-ci en Tunisie où Human Rights Watch a appelé à la dépénalisation de l'homosexualité. C'est à la suite de la condamnation à 1 an de prison ferme d'un étudiant pour des actes homosexuels. Un jugement dont Human Rights Watch demande l'annulation. Les images. Arrêté le 6 septembre afin d'être interrogé sur une affaire d'homicide, le jeune homme dont l'identité n'a pas été dévoilée a nié toute implication dans le décès de la victime. Mais il a reconnu avoir eu des relations intimes avec elle, ce qui a amené la police à rédiger un autre procès-verbal et à l'obliger à se soumettre à un examen avant son inculpation pour homosexualité. Un recours que l'ONG Human Rights Watch qualifie de cruel, inhumain et dégradant, contraire aux lois internationales et pouvant être assimilé à un acte de torture. Elle exhorte donc le Parlement tunisien à abroger l'article 230 du Code pénal. Il a été poursuivi sur la base de l'article 230 du Code pénal qui criminalise l'homosexualité. Ils l'ont fait passer par un médecin légiste qui lui a fait subir un test anal. Ensuite, il a été condamné à 1 an de prison ferme. Au ministre de la Justice, on l'appelle à demander au procureur de ne plus appliquer l'article 230 et donc de ne plus poursuivre des personnes pour homosexualité. On demande également au ministre de la Santé de faire une directive à tous les médecins de ne pas pratiquer un test anal qui est une atteinte à la dignité fondamentale de l'être humain. L'étudiant jugé à Sousse a fait appel du jugement vivement dénoncé par des ONG locales, dont certaines ont réclamé une révision du Code pénal, se fondant sur la Constitution qui fait de l'État tunisien le garant de la protection de la vie privée des citoyens. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. L'information continue sur SICA.